Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'être ici. Déjà, en fait, ça donne nous la possibilité de rencontrer des personnes autrement que par Zoom. Et c'est vrai que quand on est sur Zoom, on a des espèces de timbres-poste sur un écran. On voit pas les visages, on voit pas les gens réagir, et ça fait plaisir en fait d'avoir des visages découverts. C'est peut-être un des avantages du pass Covid. Autrement, on est tous obligés de rester masqués. Il faut en trouver quelques-uns. Donc ravi d'être ici, et puis ravi aussi de rentrer dans une nouvelle aventure. Alors c'est vrai que j'accompagne beaucoup d'établissements scolaires, mais plutôt de la scolarité obligatoire, et c'est plus récemment avec la mise en place du concept 360 qui va se mettre en place au niveau du post-obligatoire dans le canton de Vaud, que cette même demande m'a été faite au niveau de la Direction générale d'enseignement post-obligatoire. Donc pour moi, c'est la possibilité aussi de découvrir d'autres horizons, d'autres réalités. Et puis pour faire du pouce, comme disent les Québécois, à votre exemple, c'est vrai qu'il faut se dire que le poids qui pèse sur les épaules des enseignants est lourd, et plus on avance dans la scolarité, plus ce sentiment en fait, de participer, d'avoir cette injonction paradoxale, inclure tout au long, nous demandons aussi de séparer, d'éliminer, de sélectionner, est important. Et on y reviendra durant cette présentation, et puis je pense dans les échanges qui suivront la présentation. Alors, quand on choisit un titre, on se dit mais quel titre je vais bien pouvoir choisir pour cette présentation. Puis finalement, j'ai décidé de ne pas le changer, quoique des fois je le change qu'au dernier moment, mais après ça ne ressemble plus du tout à ce qui était publié dans le programme. Donc les gens se disent « Ah, c'est pas la bonne conférence ». Alors, je vais garder ce titre, mais on voit bien en fait qu'il y a cette notion de visée inclusive. Vous parliez en fait de cet horizon 95% des jeunes certifiés au fin du post-obligatoire. Ça me fait penser un peu à cet horizon. Je vais emprunter cette image par la suite où on s'approche et s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'en approche. Donc il y a cette idée de visée, mais il y a aussi une réalité au quotidien, cette exigence sélective. Puis la sélection, il ne faut pas juste la voir comme la résultante d'un système pédagogique maltraitant, parce que des fois je dis, ok, d'accord, on va compenser des avantages. Je vous annonce que le conducteur du bus aujourd'hui est malvoyant, qui grimpe dans le bus. Donc on voit, là c'est un exemple comme ça, un peu caricatural, mais c'est vrai qu'on doit toujours se poser la question entre l'école obligatoire et le post-obligatoire, c'est quoi les réalités de l'un et de l'autre. Et puis donc, du coup, les défis de la formation professionnelle, chaque degré d'enseignement a des défis. Il y en a qui sont particuliers à la formation professionnelle, puis il y en a qui sont communs avec la formation de base, la formation obligatoire. Alors comme propos liminaire, j'en ai déjà tenu un, mais je vais prendre comme propos liminaire une alerte qui a été lancée par l'OCDE. Vous voyez, c'est pas tout récent, c'est 2007. Vous me posiez la question tout à l'heure depuis combien de temps je m'intéressais à cette question d'inclusion. Finalement, moi, j'ai choisi la question d'inclusion à peu près un peu plus d'une dizaine d'années. Je me suis dit, quelle thématique va m'accompagner jusqu'à ma retraite sans que j'ai besoin d'en changer parce que ça ne bouge pas. Et puis, j'ai choisi finalement l'inclusion. Non, je suis un peu ironique, hein, vous verrez comme ça. Parce que dans ce canton, honnêtement, il y a des choses qui sont en train de bouger, gentiment, mais quand même qui bougent. Je ne pensais pas que ça bougeait aussi vite, mais c'est sans fin. Et je rejoins tout à fait Philippe Mérieux sur cette idée que finalement c'est un processus sans fin. Mais finalement l'éducation c'est un processus sans fin aussi. Enfin j'entends l'éducation tout au long de la vie, c'est aussi un processus sans fin. Mais ce que dit l'OCDE, c'est que ceux qui n'ont pas les compétences pour prendre place dans la société et l'économie engendrent des coûts plus élevés en matière de santé, d'aide sociale, de protection de l'enfance et de sécurité. Donc on ne peut pas vraiment dire que l'OCDE, c'est un rapport de l'OCDE signé par ses auteurs, on ne peut pas vraiment dire que l'OCDE, c'est un club de gauche qui a décidé de promouvoir l'inclusion pour des raisons en fait purement, je dirais, éthiques. C'est aussi parce que si l'inclusion coûte cher et si l'exclusion, puis vous verrez le prix. Alors ça, c'est une alerte qui est lancée par l'OCDE, qui est encore valable aujourd'hui. Et puis, une piste d'action qui a été promue par l'UNESCO, hein, une des agences de l'ONU, avec qui je collabore maintenant depuis quelques années. En fait, quand je dis collabore avec l'UNESCO, l'UNESCO c'est un monstre. Hein, puis après, il y a des secteurs, des sous-secteurs, puis je collabore avec le sous-sous-secteur qui s'occupe de l'inclusion dans le secteur de l'éducation, qui lui-même est intégré dans le secteur. Vous voyez, donc c'est des petits groupes. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette question de l'inclusion, on se la pose à l'échelle du monde entier.
Et que vous ayez ou pas des moyens, moi j'entends souvent, on n'a pas les moyens de faire l'inclusion, mais j'ai des collègues, j'en parlais ce matin dans une autre conférence, j'ai des collègues, un collègue notamment en fait, qui est professeur à l'université de Dakar, et ils ont les moyens de former, le Sénégal c'est assez grand, beaucoup plus grand que la France, c'est 10 fois la France, sauf erreur, mais ils ont les moyens de former 60 enseignants par année pour tout le Sénégal. Et puis les classes, c'est 60 à 70 élèves le matin et 60 à 70 élèves l'après-midi parce qu'ils n'ont pas des locaux suffisants pour accueillir 140 élèves. Et là-bas, ils se posent la question de l'inclusion aussi. Et quand on leur demande, mais enfin, pourquoi vous posez l'inclusion, il y a une phrase qui revient, c'est « un enfant reste un enfant ». Et on a le devoir de les former. Et s'il n'y a pas d'enseignants formés, ben, il y a quelqu'un dans le village qui est lettré, qui a lu, qui a appris, qui est alphabétisé et qui va prendre le rôle d'enseignant. Donc je trouve intéressant cette idée vraiment de se dire que finalement, il y a cette préoccupation partagée au niveau mondial à transformer les systèmes éducatifs. Et puis surtout, j'ai mis ça en évidence, ça c'était l'ancien directeur général de l'UNESCO en 2008, s'adapter à la diversité des apprenants et à promouvoir la réussite scolaire. Et ces deux choses, c'est les deux pendants. On a souvent tendance à dire ouais, l'inclusion, c'est le nivellement par le bas, on va s'adapter à la diversité des apprenants et puis le niveau va baisser. Non. On va au niveau des apprenants pour qu'ils continuent à progresser, pour qu'ils réussissent. Pas tous pareil. L'objectif, ce n'est pas tous 95% des élèves qui seront certifiés et qui iront un jour dans une autre école ou à l'université. Non, c'est 95% des élèves qui se disent ben, j'ai une vie en fait, qui me permet de dire je réussis ma vie. Alors ça, c'est le grand discours général. Et puis en même temps, on a une formation et en particulier la formation professionnelle, qui est soumise à des injonctions paradoxales. Alors une première injonction paradoxale, c'est « soyez intégratif, mais sélectionnez ». Le deuxième, c'est ben voilà, soyez inclusif, mais inscrivez-vous dans un système qui privilégie la concurrence. Une troisième injonction, il y en a plein, hein, compensation des désavantages, mais exigences professionnelles. Individualisation, mais en même temps standardisation des parcours professionnels. Et puis, etc., etc. Donc vous voyez que chaque fois qu'on a une injonction, on a son paradoxe au niveau des injonctions. Et souvent, parfois, c'est même les mêmes organismes. C'est le même État ou le même organisme international comme l'OCDE qui dit « soyez concurrentiel, mais en même temps, soyez inclusif ». Donc là, c'est compliqué. Alors j'ai fait un choix, en fait, ce choix social, ben, il applique certaines tensions entre intégration versus inclusion. On va peut-être aborder un peu plus cette différence entre ces deux termes. La notion de compensation versus accessibilité, l'école obligatoire versus la formation professionnelle, et puis le post-obligatoire versus ce que l'UNESCO ou d'autres appellent le long life learning. Donc voilà, c'est un peu 4 tensions autour desquelles je vais construire mon discours. Alors la première tension, intégration versus inclusion. Si on regarde quelqu'un, un enseignant, une enseignante, une institution de formation, finalement, elle se retrouvait à gérer une espèce d'équilibre entre des injonctions légales qu'on va retrouver essentiellement au niveau des lois fédérales pour la formation professionnelle, mais aussi des lois cantonales. Puis d'autre part, des injonctions qui n'ont pas un poids légal. La seule injonction qui a un poids légal, qui ont des poids légaux, en fait, c'est les conventions que la Suisse signe, mais une déclaration, ça reste une déclaration. Mais n'empêche que ces déclarations, notamment qui émanent de l'UNESCO, ont un poids de plus en plus certain sur les politiques éducatives des différents pays qui font partie, et la Suisse fait partie de l'ONU, donc de l'UNESCO. Et puis, si du côté légal au niveau suisse, on va plutôt parler d'intégration, au niveau international et du côté de l'UNESCO, on va plutôt parler d'inclusion. Ça pourrait être kiff-kiff bourricot, mais vous allez voir que ce n'est pas tout à fait ça. Alors, j'aime toujours bien partir du côté de la Suisse, donc je vais toujours faire le pendant Suisse et puis UNESCO. Du côté de la Suisse, voilà, la Suisse n'existe pas, vous le savez, depuis le 700e de la Confédération. La Suisse, c'est un agrégat. Des fois, ils essaient de fonctionner comme un système, mais la plupart du temps, ils fonctionnent comme un agrégat. Finalement, on est plus suisse quand on est à l'étranger que quand on est en Suisse. Mais en même temps, c'est un pays qui a traversé quand même des tensions, des guerres civiles. Et puis, à un moment donné, les pays qui entouraient la Suisse ont dit, en fait, après la chute de Napoléon, soit vous vous calmez, soit on vous coupe en tout petits morceaux et puis on vous répartit entre nous.
Et c'est là qu'est arrivée la Constitution de 1848, etc., le système bicaméral qu'on connaît en Suisse. Et la Constitution suisse, c'est la nouvelle, hein, c'est pas celle de 1848, qui dit « Les peuples et les cantons suisses déterminés à vivre ensemble leur diversité dans le respect de l'autre et l'équité ». Donc vous voyez la notion de respect de l'autre, mais la notion d'équité, on n'est pas sur le paradigme de l'égalité, tous pareils. Bah, si c'était le cas, on aurait de la peine à respecter les plus petits cantons. Finalement, le canton de Vaud, le canton de Zurich, le canton de Berne feraient la loi pour tout le reste de la Suisse. Et effectivement, on a ces deux chambres au niveau fédéral pour donner finalement un principe d'égalité, à savoir lié au nombre de personnes qu'on élit. Et puis, par rapport au peuple, la Chambre, le Conseil national, et puis le Conseil des États qui représente de manière, non pas égalitaire, mais plutôt équitable, à savoir que les petits ont autant de voix que les grands dans cette logique-là. Puis la deuxième chose, et qui est encore plus importante par rapport à ce préambule, et quand je le présente des fois à l'étranger, ils disent « Waouh, la Suisse, c'est drôlement inclusif ». Mais même certains, ils disent « c'est vachement inclusif », voilà, pour le petit gag, etc. Et puis, en réalité, je trouve qu'effectivement, si on devait résumer dans une seule phrase la question de l'inclusion, c'est que la force de la communauté se mesure au bien-être des plus faibles, du plus faible de ses membres. Et que vous preniez la communauté des enfants, des apprenants, des apprentis, mais aussi des professionnels qui travaillent autour des apprenants, des apprentis, eh bien, finalement, regardez le plus faible des membres, voyez son bien-être, et puis vous aurez un indicateur de la force de la communauté. Alors que généralement, dans les comparaisons intercantonales ou internationales, on va plutôt regarder les meilleurs, et puis on va comparer un pays à un autre au niveau des meilleurs pour savoir finalement est-ce qu'on est fort dans notre pays. On est fort du plus faible, du bien-être du plus faible de ses membres. Pour moi, ça, c'est déjà un premier élément important au niveau de l'inclusion. Au niveau de la Constitution fédérale, eh bien, vous le savez, il y a une interdiction de faire subir à un être humain une discrimination en raison d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Vous remarquerez en fait que on se limite à définir la déficience corporelle, mentale ou psychique, mais qu'on ne parle pas, en fait, aussi discriminer par rapport au genre, discriminer par rapport aux moyens financiers des personnes, etc. Pourquoi? Parce que quand la Constitution fédérale a été discutée, votée, etc., je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une initiative qui avait été lancée justement pour inscrire dans la Constitution fédérale un article contraignant par rapport aux personnes handicapées. C'est comme ça que c'était dit dans la Constitution fédérale. Et que dans la négociation qu'il y a eu, c'est OK, on retire l'initiative si vous inscrivez en fait cet article 8. Du coup, on se retrouve avec cet article 8 qui est lié vraiment à une population particulière, on y reviendra. Et puis l'alinéa 4 qui dit qu'on doit prendre des mesures visant à éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Mais vous ne trouvez pas dans la Constitution fédérale quelque chose qui dise chercher les autres inégalités. On reste quand même très centré sur la question des personnes handicapées au niveau de la Constitution fédérale, en tout cas au niveau de la L-AND qui va découler, est cible uniquement les personnes handicapées, avec ce terme-là. Et puis la notion qui apparaît d'intégration des personnes handicapées dans la société. Donc vous voyez que déjà au niveau suisse, on ne va pas parler d'inclusion. Vous ne trouverez pas de textes légaux, à part Genève qui a une mention dans sa loi de l'inclusion. Partout ailleurs, vous aurez le terme intégration au mieux, mais pas le terme inclusion. Et puis ce sera intéressant de voir justement, je pense qu'ils ont repris ce terme inclusion en fait, sur Genève par rapport à leur scolarité jusqu'à 18 ans. Dans le canton de Vaud, on va parler d'inclusion, mais c'est plutôt au niveau d'une directive qu'au niveau d'un texte légal. Et puis, cet accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, il est très important dans l'école obligatoire, mais je rappelle aussi que ça concerne les enfants, les jeunes et les adultes de 0 à 20 ans. Donc, l'école professionnelle est aussi concernée, quelque part, par cet accord intercantonal dans le domaine de la pédagogie spécialisée, même si il n'y a pas une habitude, comme ça a été développé dans l'école obligatoire, d'avoir des services d'enseignement spécialisés rattachés aux écoles professionnelles. On est plutôt des écoles professionnelles spécialisées, donc de manière séparative. Mais c'est une réflexion aujourd'hui qui est, en tout cas dans le canton de Vaud, en cours avec le concept 360 par rapport à la pédagogie spécialisée. On a toujours cette notion de respect des obligations, d'éliminer des inégalités, et puis l'intégration dans l'école ordinaire, en rappelant qu'il ne s'agit pas d'une obligation, mais de promouvoir l'intégration.
J'aime bien prendre cet exemple. S'il y a une promotion dans un grand magasin, eh bien, je ne suis pas obligé d'acheter. Et on est bien dans cette idée-là. C'est pour ça qu'il y a une telle disparité, finalement, entre les cantons et entre les établissements, malgré, en fait, cet article, c'est qu'on est dans une logique de promotion. Et puis, on va aussi dire que les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, elles ne sont pas obligatoirement appliquées. Et puis, on a introduit la notion du respect du bien-être et des possibilités de développement de l'enfant et du jeune concerné. Donc, une sorte de condition. On doit respecter son bien-être, ce qui est plutôt bien, mais les possibilités de développement. Donc, si l'école est maltraitante, ben, le respect de son bien-être devrait aboutir finalement à séparer l'élève, à le mettre dans une école spécialisée, puisqu'en fait, il n'est pas bien dans l'école ordinaire ou dans l'institution ordinaire. Donc, vous voyez un peu le côté un peu ambigu de cette injonction. Puis les possibilités de développement de l'enfant ou du jeune. Moi, quand j'ai commencé ma carrière d'enseignant spécialisé, j'étais d'abord enseignant spécialisé, après psychologue, avant d'être formateur à la HEP. Eh bien, on parlait des enfants qui avaient une trisomie 21 ou une déficience intellectuelle comme des enfants éducables sur le plan pratique. Non pas qu'il y avait les scolarisables et les EPP. Et puis les EPP, finalement, on les gardait jusqu'à l'âge adulte, puis après ils allaient en institution, et on n'était pas en fait dans cette logique de scolarisation. Or aujourd'hui, les personnes qui travaillent avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle, notamment cette catégorie d'enfants ou de jeunes, savent très bien qu'ils sont tout à fait capables d'apprendre à lire et écrire, donc ils sont scolarisables, pas comme les autres, mais aussi avec les autres. Donc là, il y a une évolution des mentalités. On peut aujourd'hui imaginer un développement chez l'enfant ou le jeune plus que ce qu'on imaginait il y a quelques années, ou une dizaine d'années, ou vingtaine d'années. Et j'ai mis cette dernière partie de la phrase en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaire. Ça, c'est une espèce de cautèle pour se dire, oui, mais si vous n'êtes pas trop inclusif dans vos écoles, eh bien, il faut tenir compte de ça. En fait, il y a presque quelque chose de totalement antinomique à la notion d'inclusion. On le verra après. Donc là, c'est vraiment, on voit bien en fait que finalement, on peut essayer d'intégrer les enfants, mais si on n'y arrive pas, on a plein d'excuses pour ne pas le faire. C'est un petit peu, si je lis derrière entre les lignes de cet accord intercantonal, c'est un peu un des risques qui explique qu'avec le même accord, je l'ai déjà dit, il y a des différences assez importantes entre les cantons et entre les établissements. Au niveau de la prise en compte des personnes en situation de handicap, elle est inscrite explicitement de nombreuses lois spécifiques. Vous le savez, la loi sur la formation professionnelle, donc la loi sur la formation, la fédérale sur la formation continue, je vous ai cité quelques articles, hein, vous pouvez les regarder si ça vous intéresse. Et puis, les lois cantonales sur les écoles maturité et le culture générale, elles sont plutôt en retard à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose. Et puis, c'est compensé en partie par des directives. Ça peut être des directives importantes, mais c'est au niveau des directives, moins au niveau des lois. Et puis la loi sur l'encouragement à la coordination des hautes écoles, on voit aussi dans les hautes écoles, et à commencer par la haute école pédagogique où je travaille, d'un coup une pression à accueillir des populations de jeunes qu'on ne voyait pas avant. Quand moi je me suis présenté à l'école normale à l'époque, on devait avoir un certificat médical prouvant qu'on était en bonne santé, et qu'on pouvait faire l'école normale avec un certificat médical. C'était abandonné avec la mise en place des HEP. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui arrivent. Au début, c'était, ben voilà, je suis dyslexique, j'ai besoin d'aménagement. Aujourd'hui, on réfléchit à intégrer dans un parcours de formation des étudiantes ou des étudiants, par exemple, malvoyantes ou malvoyants. Donc, on voit qu'on est aussi sous cette pression au niveau des hautes écoles. Ce n'est pas propre à l'école obligatoire ou post-obligatoire, c'est aussi au niveau des hautes écoles. Par contre, toutes ces lois ont ceci en commun, c'est qu'il n'y a pas un principe d'intégration, mais celui de compensation des désavantages. Et vous verrez que ça change un peu le regard. Et ce droit découle directement de l'interdiction de discrimination, en particulier des personnes handicapées. Alors là, c'était pour le petit parcours du côté suisse, pour faire une espèce de panorama de ce qui se passe en Suisse. Et si on va du côté de l'UNESCO, eh bien, c'était pour vous montrer qu'entre le premier texte qui date de 1990 sur la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous, qui, elle, fonde réellement la question de l'inclusion. Après, on a cette fameuse Déclaration de Salamanque de 1994, qui, elle, va cibler, va apporter pour la première fois dans un texte officiel, en tout cas au niveau international, le terme d'inclusion, d'école inclusive. Mais là, il cible, c'est écrit petit, ça cible vraiment les personnes en fait, à besoins éducatifs particuliers. Donc on a une sorte de centration sur ce texte-là. Mais si je vous montre ces dates,
c'est que vous vous rendiez compte qu'en 1990, on pose une première pierre dans cet édifice, et on est 30 ans plus tard, et on est toujours en train de travailler ces questions-là. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé parce que quelques politiciens ont souhaité apporter cette thématique. C'est une thématique que les systèmes éducatifs, on pourrait dire ça comme ça, traînent depuis une trentaine d'années. En 2017, un guide pour assurer l'inclusion et l'équité dans l'éducation était réalisé. J'ai eu la chance de participer, en tout cas comme expert, à son élaboration. Et dans ce guide, il s'agissait de donner des pistes pour finalement analyser ce qui se passe dans les systèmes éducatifs, tant au niveau des politiques, au niveau des cadres supérieurs, mais aussi au niveau des cadres scolaires. Et le cadre d'examen des politiques éducatives, on regarde l'inclusion, l'UNESCO et plus particulièrement le Bureau international de l'éducation qui se trouve à Genève a posé 4 piliers, les concepts, les déclarations de politique générale, les pratiques, les structures et systèmes. Et je ne vais pas les commenter les uns après les autres, mais c'est plutôt pour vous montrer que finalement, les uns s'appuient sur les autres. Trop souvent, au niveau de l'inclusion, au niveau des textes, au niveau de la recherche, on va mettre l'accent sur les enseignantes et les enseignants. Disant, si on veut que l'inclusion se passe, il faut que les enseignantes et les enseignants aient des pratiques inclusives, différencient, adaptent, soient flexibles, etc. Or, on sait que si les structures et systèmes ne le permettent pas, on peut mettre en place tout ce qu'on veut, on retombera en fait dans ce dilemme dont vous parliez juste maintenant, à savoir que moi je voudrais permettre aux enfants de réussir, mais le système me pousse finalement à les faire échouer. Donc on est bien dans cette tension-là au niveau des structures et systèmes. Puis ces structures et systèmes, ils ne viennent pas n'importe où, ils viennent parce qu'il y a des déclarations de politique qui sont faites au niveau suisse, au niveau cantonal, où à un moment donné, on peut déclarer la même chose et son contraire. On peut déclarer que, par exemple, dans une école à visée inclusive, l'intégration à tout prix n'est pas un but en soi. Ça, c'est une citation politique que je fais, vous la replacerez dans le contexte, mais ça montre en fait qu'on est toujours pris dans cette tension où on veut à la fois être inclusif, puis en même temps, on est bien conscient que ce n'est pas toujours possible, ce que Philippe Mérieux avait très bien expliqué par rapport à cette tension entre l'idéal et puis la réalité. Puis là, derrière se cachent des concepts où on n'est pas très clair au niveau de nos concepts. Finalement, on va le voir, on parle d'inclusion sans savoir de quoi on parle. Alors, je vais aller un peu plus loin sur cette notion en fait d'inclusion pour, alors là encore une fois, faire le lien avec ce qui a été dit précédemment, à savoir que dans cette définition courte qu'a donnée en fait ce groupe d'experts, l'inclusion c'est un processus. On ne va jamais trouver une école qui est inclusive, on a une école qui est assez loin dans l'inclusion, mais c'est un processus qui va aider à surmonter les obstacles. Moi, je rajouterais d'abord à identifier, éliminer, voire surmonter les obstacles, qui limitent la présence, la participation et la réussite d'apprenants. Et vous voyez qu'il n'y a pas seulement la présence et la participation, qui serait une sorte d'intégration sociale, les élèves sont là au fond de la classe, mais les élèves doivent pouvoir réussir, chacun à leur niveau, chacun avec leurs moyens, mais ils doivent pouvoir réussir. Alors quand vous regardez dans ce processus, on voit qu'au niveau des pays, on va retrouver, là c'est une strate de papier, mais c'est pour représenter la logique des strates, on va trouver dans un même pays une logique d'école séparative. Même les pays qui sont les plus avancés en termes d'inclusion, il y a toujours, quand on gratte un peu, quelque chose de l'ordre de la séparation. C'est qu'à un moment donné, on doit accepter qu'on peut aller jusqu'à un certain point avec un enfant ou un jeune, mais qu'à un moment donné, on doit trouver d'autres solutions. Vous avez après la notion d'intégration qui s'est rajoutée, puis après celle d'école inclusive qui s'est rajoutée, puis encore plus loin, la notion d'éducation inclusive où on doit sortir d'une logique où tout tournerait autour de l'école, mais intégrer les différentes dimensions éducatives autour de l'école, à commencer par les parents, mais aussi tout ce qui se passe, tout le champ éducatif qui n'appartient pas à l'école ou à la formation. Un pas de plus par rapport à cette inclusion pour relever une déviance qu'on voit aussi bien au niveau des textes politiques qu'au niveau des auteurs, des articles qu'on peut lire sur la question de l'inclusion, c'est que finalement, à un moment donné, c'était plus très fun de parler de l'intégration. Alors on a commencé à faire rechercher, remplacer. On remplace en fait intégration par inclusion et plus personne ne comprend rien.
Vous pouvez lire des articles, finalement, on se dit, mais il parle de quoi? De l'intégration, de l'inclusion, puisqu'il définit. Puis finalement, on va dire, ah ben oui, quand l'enfant il est placé dans une école spéciale, c'est de l'inclusion, parce qu'on veut son bien. Parce que l'inclusion, c'est vouloir le bien des enfants. Puis on voit en fait que finalement, c'est comme si on n'avait plus le droit d'utiliser des termes pour expliquer ce qu'on est en train de vivre et de faire. Pourquoi c'est difficile d'utiliser les termes? Parce que quand vous tombez, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé en fait dans ma boîte aux lettres, c'était une petite publicité de Pro Infirmis, quand vous voyez en fait les termes, vous vous dites, bon voilà, alors l'exclusion, donc en fait ça c'est pas beau, on a bien compris, il faut qu'on soit tous dans le même, mais la séparation c'est quand même pas bien, puis l'intégration c'est bien mais pas tout à fait, donc il n'y a que l'inclusion qui est le beau modèle. Donc personne n'a envie aujourd'hui de dire moi je défends l'intégration plutôt que l'inclusion puisque c'est devenu un peu le modèle idéologiquement dominant. Alors pour moi c'est plutôt une grille d'analyse de où on en est. La deuxième chose aussi c'est que dit Pro Infirmis, mais vous avez vu aussi avec l'UNESCO que cette déclaration de Salamanque est dans la même logique et puis que les textes légaux au niveau suisse sont dans cette même logique, c'est une vie sans obstacle pour les personnes handicapées. La question que je pose, pourquoi finalement l'inclusion ne concernerait que les personnes handicapées? Ça ne veut pas dire qu'on les exclut, mais pourquoi finalement ce ne serait pas une vie sans obstacle pour toutes et tous? Et là, je pense qu'on fait un pas de plus vers cette réflexion de ce que peut être l'inclusion. L'UNESCO en 2005 a fait les principes directeurs de l'éducation inclusive, et puis dans un petit tableau assez, pas humoristique, mais c'était assez amusant de voir un texte officiel, des petits smileys comme ça, a dit finalement là, ce que n'est pas l'inclusion et ce que devrait être l'inclusion. Alors là, c'est aussi intéressant, parce que l'inclusion, ce n'est pas réformer l'éducation spéciale, mais réformer le système éducatif tant formel que non formel. Il ne s'agit pas de s'attaquer aux institutions spécialisées en disant il faudrait les changer, etc., mais plutôt de réfléchir à l'entier du système éducatif formel, donc là on va délivrer des titres à la fin d'un parcours, mais aussi non formel. Ça veut dire que là derrière, il y a aussi tout ce qui se passe dans le périscolaire, mais aussi tout ce qui se passe par exemple dans les clubs de football ou autres, etc., par rapport à tout ce monde éducatif non formel dont les enfants doivent aussi bénéficier. Parce qu'on pourrait très bien avoir l'enfant qui suit sa scolarité toute la journée dans une classe ordinaire, c'est bien, il est inclus, mais dès qu'il sort, il n'a pas de camarades. En interrogeant des directrices et directeurs d'école au travers de la planète, on n'a pas été dans toute la planète, je vous rassure, des fois on profitait qu'ils étaient de passage en Suisse pour les interroger. Je pense notamment en fait, à cette directrice d'école de Burkina Faso qui a créé une école inclusive, mais vraiment inclusive de chez inclusive. Puis je disais, c'est quoi votre principal défi? Puis elle dit, mais c'est en dehors de l'école. Parce que quand les enfants sortent de l'école, les autres ne sont vraiment pas sympas avec eux. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette directrice, sa préoccupation, c'est ce qui se passait autour de l'école et pas uniquement dans l'école. Donc on peut aussi avoir la même chose au niveau de la formation professionnelle, ce n'est pas ce qui se passe uniquement en formation professionnelle, mais c'est ce qui se passe aussi dans les entreprises. Et puis plus largement, en fait, dans les cercles que fréquentent les jeunes dans leur milieu, dans leur domicile, autour de leur domicile. L'inclusion, ce n'est pas des écoles spéciales. Donc, ma foi, désolé, tant qu'on aura en fait des écoles spéciales, on n'aura pas un système inclusif. Mais je pense qu'à partir du moment qu'on a accepté que c'est un processus, ce n'est pas si grave. On va avancer progressivement. On voit bien qu'au niveau suisse, en particulier si je prends le canton de Vaud, puisqu'on est dans le canton de Vaud ici, eh bien, en fait, le nombre d'enfants qui sont scolarisés de manière séparative a drastiquement baissé ces dernières années. Et puis, ce n'est pas répondre aux besoins des seuls enfants handicapés. C'est répondre aux besoins de tous les enfants et donc des enfants handicapés aussi. Donc, bien accueillir la diversité, tenir compte de tous les apprenants, et puis cette notion d'accès égal à l'éducation, on reprend cette notion d'égalité des chances, qui peut être traduite aussi d'une certaine mesure par cette notion d'équité, et puis travailler à l'intention de cette catégorie sans les exclure. Et on voit que l'inclusion, ce n'est pas juste un truc de bisounours, c'est vraiment combattre l'exclusion. C'est vraiment cette idée-là. Après, ça se gâte quand on arrive au niveau des textes. Si vous regardez au niveau culturel, on a des pays en Europe du Nord ou bien dans les pays anglo-saxons, on est beaucoup plus cash par rapport à cette inclusion. On doit assurer l'inclusion, vous le traduisez en français, donc c'est le même texte normalement, puis on parle d'appliquer cette politique d'intégration. Donc vous voyez bien qu'en francophonie, on a un problème quand même, en France, en Suisse, en Belgique, etc. On a quand même un problème avec cette notion d'inclusion. C'est
pas tant dans notre culture que ça l'est dans la culture. Quand on va, quand votre collègue reviendra de Norvège, ce sera intéressant. Parce qu'il y a une autre conception, il y a une conception beaucoup plus communautaire dans les pays du Nord que ce qu'on vit. On est plutôt sur un mode sociétal et où on s'intègre dans la société, alors qu'en fait, dans les pays du Nord, on va plutôt être, on garde l'enfant dans la communauté, ce qui est une autre logique. Hein. Et puis, si on prend un texte plus récent, hein, ce texte important de 2001, un programme phare de l'éducation pour tous, en anglais, on va dire l'inclusion totale des enfants, et puis en français, on va dire intégrer des enfants. Donc, vous voyez la nuance. On n'est pas du tout sur la même logique. Donc là, retour en Suisse, on se dit, bon, voilà, ils jouent sur les mots avec intégration, inclusion. Il y a même des parents qui ont fait des recours jusqu'au tribunal fédéral, c'était une réponse à un recours au tribunal fédéral, en disant, mais finalement, on dit que notre école est inclusive, mais elle n'est pas tant que ça, parce que notre enfant, il n'a pas plus de droits qu'avant. Et puis là, le tribunal fédéral, ça, vous trouvez ça sur le site, l'arrêté sur le site du Centre suisse de pédagogie spécialisée. Il dit qu'il n'y a pas de différence dans la pratique entre scolarisation intégrative et scolarisation inclusive. Donc, comment on peut le comprendre? C'est que finalement, ce serait la même chose, ou bien la différence ne se voit pas. Les systèmes qui se disent inclusifs, finalement, ils ne sont pas plus inclusifs que ceux qui se disent juste intégratifs. Alors, il y a peut-être autre chose, c'est que, quelle que soit l'appellation, les élèves, quand on lit l'arrêté du tribunal fédéral un peu plus loin, c'est que, quelle que soit l'appellation, qu'on dise notre école elle est intégrative, elle n'est pas inclusive, les élèves ont les mêmes droits d'accès aux prestations dans toute la Suisse. Et si vous avez Genève qui dit on a une école inclusive, Canton de Vaud qui dit qu'on a une école à visée inclusive, et puis un autre canton qui va dire on a une école intégrative, au niveau du tribunal fédéral, la même garantie d'accès aux prestations devrait être faite à tous les enfants de ces différents cantons. Mais la deuxième partie qui est aussi importante, c'est que la lecture qu'ils font de l'article 24 de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées dit qu'on ne confère pas de droits supplémentaires pour un écolier en situation de handicap et donc présentons des besoins spécifiques. Compenser un désavantage ou un obstacle ne peut pas être un avantage. On ne peut pas être favorisé, et je vais prendre un exemple très concret parce qu'à comprendre ça, une situation qui se passe, alors désolé c'est dans l'obligatoire, mais je pense que vous devez avoir des situations comme ça aussi en tête. Une mère qui prend rendez-vous avec une directrice d'école qui se plaint parce qu'en fait l'enseignante de sa fille ne met rien en place par rapport à sa fille qui est dyslexique alors que l'enseignante savait que sa fille était dyslexique. La directrice demande à l'enseignante est-ce que c'est vrai? Elle dit oui, il n'y a pas de raison que je fasse quelque chose, un traitement différent pour cette fille par rapport aux autres, ce ne serait pas juste pour les autres. La directrice lui rappelle la loi scolaire qui dit qu'elle doit rendre son enseignement accessible à tous ses élèves. Elle ne l'a pas fait, c'est bien ennuyeux, puis elle va devoir donner raison à la maman. Deuxième situation, quasi identique, aussi une maman qui prend rendez-vous avec une directrice d'école et qui dit « Écoutez, ma fille est dyslexique, puis elle est traitée comme les autres, c'est pas juste. » Alors, elle repose la question à l'enseignante. L'enseignante dit « Mais écoutez, moi j'ai rendu mes pratiques flexibles. Les supports sont tout à fait accessibles pour les enfants 10. J'ai tenu compte des recommandations, mais je ne vais pas en fait singulariser cet enfant. Par contre, je vais faire en sorte que l'accessibilité soit suffisante pour qu'elle ait accès aux apprentissages comme les autres. » Là, la réponse de la maman, c'est « Mais alors, quel avantage à ma fille ?» Donc, vous voyez qu'il y a toujours, surtout dans un système sélectif, il y a toujours cette tentation de recourir finalement au diagnostic pour, certes, aider son enfant, mais parfois pour juste donner le petit coup de plus. Puis c'est intéressant parce qu'on a plutôt, coup de pouce, parce que c'est intéressant parce qu'on a plutôt ce genre de situation dans des cantons qui, comme le canton de Vaud, procèdent à une sélection à la fin de la 8e pour ceux qui vont aller en voie générale, puis ceux qui vont aller en voie prégymnasiale. Quand on a un système sélectif, ça provoque ça. Dans d'autres pays, la question ne se poserait même pas, puisque de toute façon, on accompagne les enfants le plus loin possible. On arrive du coup vers la deuxième thématique, qui est cette compensation versus accessibilité. Donc, vous voyez bien que le cadre fédéral pose cette notion de compensation, et puis je vais vous amener une autre notion, que la notion d'accessibilité, qu'on retrouve plus largement au niveau de la littérature internationale. Là, je vais m'inspirer de vignettes que vous avez probablement vues sur Internet, mais rendons à César ce qui est à César. Ça vient de la ville d'Ottawa, qui, au départ, en fait, a fait un guide pour assurer l'équité dans la ville d'Ottawa. Et puis, le cadre théorique, je l'emprunte à Walzer, qui a écrit sur la question des sphères de justice,
finalement, Walser se questionnait quelle justice, comment on peut justifier la manière dont on distribue les biens éducatifs. Pourquoi, à un certain moment, on va donner à un élève plutôt qu'à un autre? Et puis, où est-ce qu'on doit donner la même chose à tout le monde? Et c'est là où il parle de cette notion d'égalité simple versus d'équité. Dans l'égalité simple, c'est souvent ce qu'on applique, c'est plus simple de donner à chacun la même chose. Puis finalement, tout le monde a la même chose, vous ne pouvez pas vous plaindre, mais on voit bien que ça ne va pas aider l'enfant qui est le plus petit pour regarder le match de baseball, alors que le grand n'aurait pas eu besoin de sa caisse. Ça, c'est la manière, d'un point de vue légal, avant qu'on ait ces lois sur la non-discrimination, dont on réglait les choses. On voit aussi des fois, quand il y a un seul ordinateur ou quelques ordinateurs dans la classe, on organise un tournus entre les élèves, puis chacun y passe le même temps derrière l'ordinateur, alors que peut-être on aurait pu le donner à celui qui en avait le plus besoin. Fort heureusement, on est moins dans ce modèle-là qu'avant, quoiqu'encore dans les pratiques enseignantes, on peut le retrouver. Le deuxième modèle, c'est celui qui est très dominant actuellement, c'est l'équité par compensation. Et puis ça s'inscrit dans une tradition pédagogique dans beaucoup de cantons suisses qui était la pédagogie compensatoire. Finalement, on faisait la pédagogie ordinaire pour tout le monde, la même pour tout le monde, et après on essayait de compenser, du point de vue pédagogique, les obstacles que les enfants pouvaient rencontrer. On voit que l'obstacle est toujours présent, la barrière, et pour autant, en fait, on ne l'a pas enlevé, on a juste compensé au niveau des élèves. Alors quand on avait un enfant de temps en temps qui présentait des difficultés dans une classe, parce qu'on avait un système quand même plutôt séparatif qui travaillait assez bien, c'est-à-dire que la plupart, on ne les avait pas dans nos classes, dans les classes spéciales, voilà. Mais on pouvait gérer une ou deux petites caisses. À partir du moment en fait, que non seulement les enfants sont plus intégrés, mais qu'en plus on a notre regard en fait, qui s'est aiguisé, puis qu'on repère de plus en plus les difficultés des enfants. Les enfants dyslexiques, on n'en parlait pas il y a 20 ans, ils existaient déjà, mais on en parle beaucoup plus aujourd'hui, donc on est attentif à ces besoins-là. Si on rentre dans un système de compensation, ça ne va plus être gérable. Parce que c'est bien malheureusement le système dans lequel l'école obligatoire est rentrée aussi, mais encore plus les écoles professionnelles où on va compenser en fait, chaque parcours individuel, la difficulté, etc. Et puis finalement, l'enseignante ou l'enseignant doit gérer un nombre incroyable d'élèves, mais chacun avec ses petites caisses et ses petites compensations, etc. L'idée qui est derrière l'accessibilité, alors c'est un peu schématique, hein, mais c'est d'abord d'identifier les obstacles qui n'ont rien à voir avec les enfants, parce que finalement, la barrière n'a rien à voir avec la taille des enfants, c'est juste qu'on a posé une barrière à cet endroit-là. À partir du moment qu'on met un grillage, les enfants sont protégés, ils ne vont pas se ramasser une balle de baseball dans la figure, mais voilà, ils peuvent quand même regarder le match indépendamment de leur taille. Cela dit, il y a d'autres obstacles invisibles. Le fait qu'ils ne sont pas dans les gradins, on peut se poser la question, pourquoi ils n'ont pas les moyens, etc., ils sont pauvres et autres. Le fait que finalement, beaucoup d'enfants dans leur scolarité sont des spectateurs de leur scolarité, mais ne sont pas des acteurs de leur scolarité, ils ne jouent pas au baseball, ils le regardent. Donc on pourrait encore découvrir d'autres obstacles. Ces obstacles, on peut les classer en deux catégories, hein, quand on regarde les textes là-dessus. C'est qu'il y a les obstacles en fait, architecturaux, organisationnels, structurels, dans les lois, les manières dont les bâtiments sont construits, etc., etc., etc. Et puis il y a les obstacles qui sont plus difficiles à vaincre, c'est les obstacles attitudinaux. Moi, je ne pourrais jamais travailler avec des enfants comme ça, ou cet enfant n'a pas sa place dans ma classe, ou j'ai jamais vu un enfant avec ce profil-là en apprentissage. Donc là, il y a une réflexion à avoir aussi sur nous-mêmes comme obstacle par rapport à l'apprentissage des élèves. Et si je prends cette petite image, c'est non pas parce que c'était d'Einstein, ça c'est une pseudo-citation d'Einstein, qui était un génie puisqu'il a dit plus de choses après sa mort que durant son vivant, mais n'empêche que la citation est assez jolie, et puis elle met en évidence que finalement, si vous mettez un obstacle, il n'y aura pas d'engagement et il n'y aura pas de progression. Parce que ce qu'on veut, c'est que les élèves s'engagent et progressent, ou les apprentis s'engagent et progressent. Donc cette notion d'accessibilité, elle est centrale. Plutôt que de réfléchir à la compensation du désavantage, pensons en premier lieu au niveau de l'accessibilité. L'accessibilité pour tous et qui va aussi fonctionner pour certains. Mais ça remet en question ce modèle pédagogique qui est construit plus sur la performance que la réussite. Finalement, on va plus s'attacher à la performance de certains qu'à la réussite de tous. Vous voyez, c'est un peu c'est ce qui fait que quand on fait des comparaisons intercantonales ou internationales avec notamment PISA,
On voit par exemple que la France est le pays qui fabrique la meilleure élite du monde, mais c'est le pays en fait qui fabrique le plus grand écart entre les catégories d'élèves les plus forts et les plus faibles, par exemple. Cette notion d'égalité simple, équité par compensation, équité par accessibilité, on peut aussi prendre cette petite image. Alors je vous lis parce que derrière vous n'arriverez pas à lire. La personne en fauteuil roulant dit « Pouvez-vous déblayer la rampe d'accès ?» Et puis le concierge lui répond « Tous les autres élèves attendent pour les escaliers. Dès que j'aurai terminé de les déblayer, je m'occuperai de la rampe. » Et puis l'élève répond « Mais si vous déblayez la rampe en premier, tout le monde pourra entrer. » On est bien dans cette logique-là. L'accessibilité, c'est de travailler sur la rampe qui est utile à tout le monde et qui ne fait pas de mal, en fait, à certains élèves. On a quand même ce problème, en tout cas en Suisse, c'est que la seule voie légale, ça ne veut pas dire que le reste est interdit, mais la seule voie légale, donc ce qui est préconisé obligatoire, c'est cette notion de compensation. Puis vous le savez, en formation professionnelle, c'est vraiment une préoccupation, toujours se dire, ah, est-ce qu'on a tenu en place la compensation des désavantages, etc. C'est qu'on a tendance à oublier le reste. Et puis, on voit en fait que, par exemple, pour les examens finaux sanctionnant la formation professionnelle initiale, si en raison d'un handicap, un candidat a besoin de moyens auxiliaires spécifiques ou de plus de temps, il sera tenu compte de manière appropriée. Alors, pas très bien ça veut dire de manière appropriée, on voit qu'il y a une marge de manœuvre et d'appréciation, en fait, et j'ose pas imaginer, en fait, les inégalités de traitement qu'il peut avoir d'un endroit à un autre. Mais cette image de se dire, bah voilà, en fait, ces deux jeunes devant un mur, il y a quelqu'un qui vient, en fait, avec une échelle, eh bien, rappeler quand même que, ben non, parce que la compensation d'un désavantage ne doit pas être un avantage. L'échelle ne doit pas permettre à franchir un obstacle si cet obstacle, en fait, est une exigence liée à une branche spécifique d'apprentissage. Et les branches spécifiques d'apprentissage, vous le savez beaucoup mieux que moi, elles ne sont pas fixées par les pédagogues. Elles sont fixées en fait, au niveau des branches avec les représentations que les représentants de cette branche ont d'une exigence. Ce qui fait qu'on en arrive à se dire, ben voilà, on ne va pas seulement se dire qu'il faut monter un mur pour les maçons, il faut monter un mur en tant de temps, puisqu'il y a une exigence de rentabilité. Et comment on fait pour monter ou faire un examen en 60 minutes pour un enfant qui a un trouble de l'attention? Ben, j'ai la réponse par une directrice d'établissement professionnel qui disait, ben non, on a trouvé la combine. La directive dit 60 minutes, mais 60 minutes, c'est 2 fois 30. Donc on fait passer l'examen en 2 fois 30, on répond en fait à l'injonction, mais pour le jeune, il arrive à se concentrer 30 minutes, et puis il refait son examen, deuxième partie, 30 minutes plus tard. Donc on voit qu'on doit essayer de trouver en fait des moyens pour contourner l'obstacle que finalement on a mis, et qui ne va pas rendre compte des compétences de l'enfant ou du jeune. Il va juste rendre les compétences du jeune dans une situation donnée, indépendamment que par la suite, il travaillera peut-être dans un cadre qui n'a rien à voir avec un cadre qui demande de faire quelque chose en 60 minutes. On y reviendra après. Et puis, cette équité, elle est conditionnelle, toujours. C'est d'abord des désavantages dus à un handicap. Alors, on peut avoir une compréhension plus large en disant, bah, du coup, la dyslexie, la dysorthographie, est-ce que c'est un handicap? C'est pas, voilà, en fait, maintenant, il y a une sorte de jurisprudence qui est en train de se construire, notamment au niveau du canton de Vaud, la Direction générale d'enseignement post-obligatoire, mais vous parliez de Fribourg, il y a tout ce groupe de travail, justement, sur qu'est-ce qu'on peut compenser au post-obligatoire, pas seulement, en fait, au niveau de la formation professionnelle, mais aussi au niveau des écoles de culture générale et des écoles de maturité. Finalement, il y a une sorte de jurisprudence jusqu'où on peut aller dans la reconnaissance, en fait, de situations particulières. Et puis, il y a quand même cette idée de principe de proportionnalité, où on se dit, il ne faudrait quand même pas exagérer, quoi. Mais jusqu'où, quoi, etc., ce n'est pas du tout fixé. Donc, toujours un côté quand même arbitraire. Je vous propose un autre cadre de lecture de ces questions-là. C'est un cadre que j'emprunte à Fougerelas, qui est l'auteur, en fait, avec tout un groupe de Québécois, du processus du modèle de développement humain, du processus du handicap. Et puis, cet auteur met en parallèle les facteurs personnels versus les facteurs environnementaux. Trop souvent, dans la logique de la compensation du désavantage, on va regarder finalement qui est le jeune ou la jeune en face de nous. On va analyser ces facteurs personnels, puis on va les interpréter en termes de capacité et incapacité. Sans tenir compte des facteurs environnementaux, là j'ai mis l'école parce qu'on a prise dessus, mais il y a la famille aussi dans les facteurs environnementaux, il n'y a pas que l'école, il y a aussi le village dans lequel on est. Ah tiens, c'est intéressant, au niveau suisse, on voit que dans les cantons,
alors qu'il y a des différences déjà entre les cantons. Dans les régions, il y a des différences. Et les régions qui sont plus reculées, sous forme de vallées, par exemple au Tessin, dans le canton de Vaud, le canton de Neuchâtel, etc., sont plus inclusives que les parties où par exemple, il y a une ville. Il y a un taux de séparation à Lausanne qui est plus élevé que, par exemple, dans d'autres parties du canton, dans le canton de Vaud. Donc on a aussi cette communauté qui joue un rôle. Ce que dit Fougerola, c'est qu'on doit analyser l'interaction entre les facteurs personnels et les facteurs environnementaux, et puis que c'est ça qui va déterminer dans les habitudes de vie, est-ce qu'on est en participation sociale ou en situation de handicap. Or, dans les textes légaux, on dit déjà un élève en situation de handicap, finalement on le maintient à vie en situation de handicap. Alors que notre travail, c'est qu'il soit en participation sociale, et en particulier le travail de la formation professionnelle, vous le savez, ce que vous voulez, c'est que socialement, ils puissent participer à la vie active, aux entreprises, etc. etc. Or, le fonctionnement, ça, ce serait l'enjeu, en fait, qu'on soit un citoyen participatif, autrement capable, et non pas en situation de handicap. Et puis, le système qu'on connaît actuellement, c'est que finalement, on se focalise sur la situation de handicap en exacerbant les facteurs personnels, sous l'angle de la déficience ou de l'incapacité. Pour avoir des moyens pour permettre à un enfant de réussir, il faut qu'on lui dise qu'il est incapable. Parce que si vous commencez à dire mon enfant, mon élève en fait, ou mon apprenti en fait, qui a un trouble de l'attention ou qui est par exemple qui a une forme en fait d'autisme, il s'en sort très bien, il a des bons résultats, ben c'est pas sûr qu'on vous donne des ressources pour continuer à l'accompagner. Donc on a presque un système qui, je vais dire ça comme ça, qui pousse un peu au crime, quoi. J'entends non pas que c'est un crime de dire qu'un enfant a des besoins particuliers, mais c'est pas ça qui va aider. Puis il y a un autre aspect aussi qui est un peu pervers, c'est qu'on pourrait amener à catégoriser les élèves. Alors je tiens à préciser que c'est pas une catégorie scientifique. C'est issu, elle est totalement empirique, c'est un collègue québécois qui me l'a soufflé. Il m'a dit, tu sais, que tu regardes les catégories d'élèves qui sont en difficulté avec des besoins particuliers, il y a deux catégories, il y a les CPTF et les CTF. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être les CPTF et les CTF? Et voilà, c'est exactement ça. C'est pas de ta faute, c'est de ta faute. Puis vous voyez que finalement, prenons l'exemple de l'évaluation, on va réfléchir si vraiment on peut donner plus de temps à un enfant hyperactif ou à un enfant dyslexique, et dans quelles conditions on peut donner plus de temps. Mais si vous êtes en éducation physique et puis que la fille est en chaise roulante, vous n'allez pas lui dire, écoute, on va t'évaluer comme les autres, on va t'enlever ton fauteuil, rampe, mais c'est pas grave, on ne comptera pas le temps. Évidemment, si vous faites ça, vous vous faites virer, mais immédiatement. Alors que pour d'autres catégories d'élèves, on va lui enlever ses moyens auxiliaires au moment de l'évaluation parce qu'en fait, il est juste dyslexique. Puis finalement, il pourrait quand même donner un peu plus de peine. Combien de fois j'ai entendu des parents ou des enfants dire, de ma carrière précédente de psychologue, mais aussi par la suite dans les témoignages que j'ai entendus, où ils arrivent au secondaire 1, voire au secondaire 2, puis on dit « mais maintenant c'est bon, tu vas réussir ». Mais on le sait très bien, il y a des exemples très connus, vous connaissez Dubochet, mais je vous rappelle aussi, j'oublie chaque fois son nom de famille, mais le directeur de la NZZ, enfin le patron, enfin le propriétaire de la NZZ, qui est aussi un dyslexique. Si vous cherchez en fait NZZ, journaux, dyslexie, RTS, vous tomberez sur son interview. Puis effectivement, c'est son parcours scolaire. Finalement, il a dû prouver qu'il réussissait mieux que les autres pour avoir le droit d'arriver là où il est. On a un système, disent ces auteurs. Finalement, si au départ on réfléchit à mettre en place des structures pour aider les enfants et finalement analyser les difficultés que rencontrent les enfants et leurs familles, progressivement, on passe à une analyse des difficultés rencontrées par les décideurs et les professionnels de l'éducation à travailler avec ces mêmes populations. Et on met en place des systèmes qui, au départ, étaient pensés pour aider les enfants, puis finalement nous aident à, quelque part, passer la main à quelqu'un d'autre parce qu'on n'y arrive pas. Et ces classifications qu'on a peuvent renforcer, là je le fais rapidement, ce que en fait, Merton montrait déjà dans les années 60, ce qu'il appelait l'effet Matthieu. C'était pourquoi? Parce que c'est un effet, il s'est inspiré d'un passage de la Bible, donc vous voyez, de Matthieu 13, 12, « Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Peut-être qu'au niveau de l'exégète, ce n'est pas tout à fait correct de l'interpréter comme ça, mais au premier degré, effectivement, on voit un système qui va plutôt favoriser ceux qui ont déjà
Et puis, ceux qui ont de la difficulté, ben, en fait, on va leur retirer même ce qu'ils avaient. Et notamment dans les systèmes très sélectifs. Je passe, en fait, à l'avant-dernière tension entre école obligatoire versus formation professionnelle. Et là, au même titre que le secondaire 1, pendant tout un temps, vous ne voyez pas arriver ces élèves-là, puis aujourd'hui, ils les voient arriver. Pendant tout un temps, vous ne les voyez pas forcément arriver. Aujourd'hui, ils arrivent en formation professionnelle de plus en plus, et puis on doit faire avec. Et bien, comme me disait une directrice d'établissement professionnel, ce n'est pas la même qu'avant. Elle me disait, moi, je n'ai pas d'aide avec l'inclusion, parce que si je ne suis pas inclusive dans l'établissement, ben, ils sont dans la rue. Donc, on se doit, en fait, de penser inclusif par rapport à ces jeunes. Sauf que, il y a une grande différence. Au niveau de l'école obligatoire, on va accompagner parce qu'on a l'obligation, l'école n'est pas seulement obligatoire pour les enfants et les jeunes, on a l'obligation de leur donner, de les accompagner jusqu'à la fin de l'école obligatoire. Donc on va mettre en place différentes modalités, la flexibilité pédagogique d'abord, qui est une souplesse qui s'ouvre à l'ensemble des élèves. On va tenir compte des intérêts, des besoins différents des apprenants. Puis ensuite, si ce n'est pas suffisant, on va mettre en place des aménagements. Les aménagements, on va ajuster finalement la façon dont se vit la situation d'apprentissage, d'évaluation pour les élèves, sans changer la nature, les exigences de ce qui est évalué. Et actuellement, je peux vous dire, en tout cas dans le canton de Vaud, la discussion ou même dans d'autres cantons, la discussion entre flexibilité, aménagement et le troisième, adaptation, c'est vraiment le thème, en fait, non pas à la mode, mais en tout cas, c'est le thème qui préoccupe beaucoup. D'autant plus qu'il y a un document qui est parti maintenant des établissements sur le programme personnalisé. Et je peux vous dire, ça fait beaucoup causer dans les salles des maîtres, mais aussi au niveau des structures départementales. Et puis les adaptations, c'est une démarche exceptionnelle qui consiste à changer ou alléger les attentes, les exigences, le niveau de difficulté de la tâche pour les élèves ayant des besoins particuliers. Donc voilà, l'école obligatoire vit avec cette palette, va utiliser cette palette, et les parents vont voir leurs enfants progresser avec l'aide en principe, l'ensemble de cette palette. Or, ce qu'il aurait souvent peu dit quand ils arrivent au post-obligatoire, c'est ça, c'est qu'effectivement, dans l'école post-obligatoire, dans la formation professionnelle, on n'a pas le droit aux adaptations. On doit choisir une autre voie. Si on ne peut pas atteindre les exigences d'un CFC, eh bien, en fait, on va plutôt viser une AFP. Je parle sous votre autorité. Mais il y a bien l'idée, en fait, que si vous allez choisir la voie qui vous convient. Je vais prendre cet exemple du jeune, situation réelle, un jeune sourd qui a toujours rêvé d'être peintre en bâtiment, qui fait sa formation, qui a les notes pour, qui choisit de rentrer en apprentissage de peintre en bâtiment, sauf qu'avec sa surdité, il y a aussi un problème d'équilibre au niveau de l'oreille interne et il ne peut pas tenir sur une échelle. Et ce jeune doit arrêter son apprentissage parce qu'il ne va jamais pouvoir grimper sur une échelle sans prendre des risques au niveau de son intégrité physique. Donc vous voyez qu'à un moment donné, jusqu'où on peut adapter les exigences de la branche par rapport, ne serait-ce que la sécurité au travail, mais aussi par rapport au client qui est derrière. Est-ce que la personne va pouvoir assumer jusqu'au bout la tâche qui lui est confiée? Donc là, il y a vraiment une réflexion à avoir, ce qui fait que la réflexion, la discussion qu'il y a actuellement, c'est comment on peut mieux travailler cette transition entre l'école obligatoire et post-obligatoire. Comment amener finalement les jeunes et leurs familles à continuer à partager leurs difficultés ou leurs défis, on va prendre plutôt ce terme-là, avec le post-obligatoire pour qu'on trouve des solutions puis que les gens n'aient pas tendance à cacher les choses en disant « mais comme ça, il ne saura pas et puis ils vont m'accepter puis après ils seront obligés de me garder ». Donc on a un peu quand même cette tension-là et je pense que ça vous parle en fait, cette idée-là. Donc voilà, il y a une transition qui est parfois compliquée, ne serait-ce que parce qu'il n'y a aucune adaptation possible entre l'école obligatoire, en tout cas dans la structure légale actuelle, ce n'est pas possible. Et puis, il y a une autre transition qui est compliquée, c'est celle entre l'AFP et le CFC aussi. Et je pense à deux doyens, les doyens responsables du canton de Neuchâtel de la formation générale qui disent nous on a des gros problèmes aujourd'hui parce qu'on a des jeunes migrants non accompagnés qui ont pu faire une AFP qui du coup sont des ayants droit à continuer en CFC mais ils se ramassent mais à cause du français c'est juste plus possible. Donc en fait comment on fait
finalement, comment on anticipe leurs besoins futurs du CFC, déjà dans le cas de l'AFP, sachant que dans l'AFP, en fait, ce n'est pas forcément travaillé de la même manière. Donc, ils n'ont même pas l'occasion de se préparer à ce qui les attend après. Donc, vous voyez, il y a vraiment des questions fondamentales, de nouveau, dans cette transition entre AFP et CFC. Alors, il y a des justifications parmi d'autres qu'on peut dire. Ben voilà, il y a une standardisation des parcours de formation. Finalement, on ne forme pas un apprenti ou une apprentie qui va, en tenant compte du contexte dans lequel elle pourrait travailler. Cette personne doit être capable de travailler dans tous les contextes, qu'on ait ou pas une exigence à la productivité. Même si par suite la personne travaille dans un atelier avec un patron qui travaillerait plutôt, je sais pas, sur des restaurations d'art, ben en même temps, voilà, il est formé globalement. Il n'y a pas des formations spécifiques qui tiennent compte de l'endroit où il va travailler après. Donc, il doit répondre à l'exigence d'aller travailler partout. Il y a les besoins des entreprises. On ne forme pas juste pour former les gens, on forme parce qu'il y a des entreprises derrière qui ont des besoins et il y a une collaboration entre les entreprises, et vous le savez beaucoup mieux que moi, entre la formation professionnelle et les entreprises. Il y a une sorte d'agreement entre les entreprises et la formation professionnelle. Il y a les besoins des entreprises. Puis il y a une exigence de productivité, exemple le temps. On va mettre le temps, alors que le temps ne devrait pas compter dans la formation de base, à l'école obligatoire. Le temps n'est pas un objectif en tant que tel, en tout cas quand on le vaut. Par contre, ça devient un objectif. Hein. Je vous parlais de l'histoire de la productivité, on la mesure avec le temps. Ce n'est pas seulement la capacité à faire une pièce, à monter un mur, à faire ceci, etc. C'est aussi de le faire dans un temps donné. Donc voilà. Et ben voilà, on a un dilemme actuellement entre l'injonction qui serait d'être inclusif et puis l'injonction en fait qui serait d'être efficace. Donc vraiment cette tension entre les deux. Alors, est-ce qu'on peut le résoudre, ce dilemme? Et là, je vais emprunter une citation, ça va vous faire peur, mais je vous rassure, je vais la traduire en français, d'Amartya Sen, qui est un prix Nobel d'économie, qui s'est posé la question, justement, comment permettre, finalement, cette participation sociale des plus pauvres de la société, en particulier la société indienne. Ce que dit, en France, là, il le dit en anglais, mais ce que dit, en fait, cet auteur et prix Nobel en français, c'est qu'on est beaucoup dans une variante d'approche coût-bénéfice qui est extraordinairement limitée, dit-il, à une classe étroite de valeurs. On revient avec l'intervention de Philippe Mérieux, mais finalement, il y a pas mal de variations substantielles qui sont ignorées. Ce n'est pas parce qu'un enfant a une dyslexie que c'est un enfant qui va être incapable toute sa vie. Je crois qu'il est patron de Syngenta, je ne vais pas dire de bêtises, le propriétaire de la NZZ. Donc j'entends, vous voyez jusqu'où il peut arriver, mais voilà, le système ne tient pas compte de ça. Puis à la limite, cette personne-là, on la met en évidence comme du bochet, mais c'est des erreurs. Jamais le système aurait dû les laisser passer au travers, puisqu'ils n'avaient pas le profil pour. Ce que propose Amartya Sen, c'est autre chose, c'est que finalement qu'on ait une approche générale du choix social. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est peut-être plus prêt à discuter ce que c'est ce choix social quand on a vécu tous confinés, on a vu ce que ça faisait d'être coupé des autres, finalement d'être aussi exclu chez soi. Alors des fois, on a trouvé un avantage avec le télétravail, moi j'ai trouvé des avantages, mais en même temps, on est exclu un peu des autres. Puis il dit, ce choix social, cette approche générale du choix social, elle prend en compte davantage de données informationnelles. Alors, on pourrait penser que finalement, la formation, c'est une pièce essentielle à la construction d'une société plus inclusive, mais l'entier de la collectivité doit se mobiliser pour ce faire. Il y a une tendance à dire aujourd'hui, ah oui, bah, c'est la formation, commençons par la formation, puis la société sera inclusive. Moi, j'y crois pas une seconde. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir ensemble au niveau de la société. Et par exemple, c'est ce qui commence à se faire dans ce qu'on appelle les cités éducatives en France, des cités à défi, où finalement on va mobiliser l'ensemble des acteurs de la société. Vous voyez qu'on va réfléchir sur la question des équipements sportifs avec toutes les personnes qui sont derrière, les entraîneurs, les bénévoles, on va réfléchir à l'école, on va réfléchir aux services, aux commerçants. Jeudi matin, j'ai une conférence avec des collègues en France dans un projet. Ils m'ont contacté pour ce projet-là parce que c'est une école spécialisée qui veut devenir plus inclusive, à la limite plus exister, mais que ses élèves puissent continuer à avoir leurs prestations, etc., mais dans l'école ordinaire. Puis ils se sont rendus compte qu'on est dans un village, un grand village, autour d'une ville, un peu plus loin, puis qu'on ne peut pas en fait, fonctionner tout seul dans son coin. Et le projet va s'appeler Inclusion Chiche.
je trouve intéressant, mais l'idée, c'est comment on peut mobiliser tous les acteurs, y compris les commerçants, y compris les entraîneurs. Donc, toutes ces personnes-là, c'est un peu l'idée de mobiliser toutes ces personnes-là, parce que l'école inclusive, rappelons-nous plutôt l'éducation inclusive, et mobilise aussi bien l'éducation formelle que non formelle. C'est ce qu'on disait au début. Les services, l'université, les lieux culturels, les espaces sociaux, mais aussi la maison. Donc il y a une idée en fait d'élargir dans une grande alliance éducative cette question d'inclusion. Et je finirai sur ma dernière tension, c'est celle en fait du post-obligatoire versus le long life learning, donc l'apprentissage tout au long de la vie. Déjà, on peut se poser la question, on a un modèle qui est particulier en Suisse. L'école obligatoire est finie à 16 ans, moyennant des exceptions. Vous êtes dans d'autres pays, bah, tu te formes quand il faut former, puis si tu as besoin de plus de temps, tu prends plus de temps. On a un bon éducatif en Grande-Bretagne, alors ce n'est pas toujours un exemple la Grande-Bretagne, mais en Écosse, par contre, c'est plutôt un exemple, ils ont ce système-là. Et puis au Canada, moi je connais un peu plus le Québec, ben, ils ont l'école des adultes. Si tu arrêtes à 15-16 ans, c'est pas grave, tu peux revenir à l'école des adultes, que tu sauras pourquoi tu reviens. Donc il y a un peu cette idée, mais pas tout à fait ce qui se passe à Genève, où à Genève on dit on étend jusqu'à 18 ans, mais à 18 ans il y a quand même le coup près. Là c'est plutôt l'idée, on a une mission envers toi, c'est de former. Puis si tu fais une pause dans ta formation, on te reprend après. Là, on demande à 16 ans ou 16, 17. La preuve que ce n'est pas un choix réaliste, puisque la moyenne d'âge d'entrée en apprentissage est plutôt autour de 19-20 ans que de 16 ans. Mais on continue à vendre ce modèle aux parents en leur disant « Votre enfant, il va à l'école, puis après, il fera un apprentissage à 16 ans », alors que ce n'est plus le modèle dominant. Et puis, je ne compte pas dans mes connaissances le nombre d'enfants qui sont chez eux, parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient faire, etc., puis qui restent 1 année, 2 ans à la maison, et puis qui se déscolarisent. Ils se déscolarisent, et quand vous devez les récupérer en formation professionnelle, ben, c'est des jeunes qui ont été déscolarisés parce qu'on a vendu un modèle à 16 ans, alors que ce n'est pas vrai. Donc, Levin disait en 2002 qu'on devrait considérer les écoles comme des aéroports, avec qui arrivent, en tenant compte qu'ils arrivent de milieux variés, qui se dirigent vers de nombreuses destinations, puis que leur décollage particulier vers le monde des adultes exige divers plans de vol et pas un seul plan de vol. Et parce que parmi ces avions qui décollent, on a ces avions-là. Et que si vous prévoyez une piste de décollage qui finit à 16 ans, hein, si on prend cette image-là, ben, il va se ramasser en fait la fin de la piste. Alors qu'en fin de compte, si on a une piste d'envol assez longue, si vous regardez 2 modèles d'avions, je peux vous dire que l'avion du bas, il va voler beaucoup plus loin que l'avion du haut. Parce qu'il a une capacité en carburant beaucoup plus importante, mais il a besoin d'une piste d'envol plus longue. Donc c'est vraiment réfléchir aussi à la formation professionnelle. Est-ce qu'on a une formation professionnelle qui s'adapte à la réalité d'aujourd'hui, long life learning, ou bien une formation professionnelle qui finalement reprend le même paradigme de l'école obligatoire, c'est pendant un temps donné, après c'est suspect que tu veux te former si tu n'as pas trouvé ta voie tout de suite. Alors, je reviens aux élèves à besoins particuliers, puis c'était le point de départ, et puis j'emprunte une recherche qu'a amenée ma collègue Nadia Rousseau dans la province de la Mauricie, où ils sont intéressés finalement que deviennent 3 cohortes d'élèves. Donc c'est une échelle à grande échelle, puisque vous voyez qu'il y a 10 000 élèves qui ont été suivis sur 3 cohortes, répartis en 3 cohortes. Que deviennent-ils pour l'obtention de leur premier certificat, en sachant que le premier certificat est un pass, non pas un pass Covid, mais un pass pour obtenir un premier travail, en particulier au Québec, où ils n'ont pas la même logique au niveau de la formation professionnelle que en Suisse. Ils regardent ces 3 cohortes, 83, 88, 92, on voit en fait les élèves en guillemets ordinaires, et puis on regarde ceux et les élèves EHDA, c'est les élèves avec, en situation de handicap, difficulté d'apprentissage ou d'adaptation. Et on les regarde à 17 ans, grosso modo, à la fin de l'école obligatoire chez nous. Et puis on voit qu'il y a très peu d'élèves qui finalement, dont ces élèves EHDA, qui diplôment à la fin de leur formation à 17 ans. Mais si on leur donne 4 ans de plus, vous voyez que la cohorte de 1983 et celle de 1988 sont encore plus fortes. Il y a 3,5 fois plus d'élèves qui vont diplômer. Ce n'est pas autant que les autres, parce qu'ils ont d'autres défis, mais il y a quand même 3 fois plus d'élèves qui vont diplômer. Et ça veut dire des élèves qui vont être engageables, les patrons vont les prendre parce qu'ils ont un diplôme, ils ont un premier diplôme. Alors, on était parti du côté de l'UNESCO et on va finir cette présentation sur l'UNESCO pour vous rappeler aussi que au palier en fait de, comment s'appelait le programme 30, c'était Vision 2030.
Il y a aussi, et la Suisse est signataire de ce programme de développement durable à horizon 2030, c'est l'ODD, hein, les objectifs de développement durable de l'UNESCO. 2030, on s'est dit, ben voilà, on va viser à ne pas laisser pour compte, tant entre les pays. Alors, on voit bien avec la crise de la Covid-19 qu'actuellement, il y a pas mal laissé pour compte entre les pays, mais entre les citoyennes et les citoyens. Créer des sociétés plus inclusives et équitables, et puis commencer par les systèmes éducatifs inclusifs. Ça, c'est dans ce programme de développement durable. Puis en agenda 2030, là, ce terme vous dit peut-être quelque chose, puisqu'il était adopté tant au niveau de la Confédération des cantons que des villes. Et souvent, on limite l'agenda 2030 à la question du développement durable, à savoir écologique, on va dire ça comme ça. Alors que l'objectif, on va le voir ici, l'objectif, il y a 17 objectifs, et puis parmi ces objectifs, il y a la question de la santé et du bien-être, il y a la question de l'égalité entre les sexes, il y a la question des inégalités réduites, il y a la question de la consommation et de production responsable, et il y a la question, l'objectif 4, de l'éducation de qualité. C'est là donc qu'on trouve l'éducation inclusive au niveau de l'UNESCO. Ce qu'on dit en fait au niveau de cet objectif 4, c'est qu'on veut une éducation de qualité, inclusive et équitable. Et maintenant, je pense que ça vous dit un peu plus quand on parle d'inclusion et d'équité. Et puis, qu'on développe des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Voilà un défi pour la formation professionnelle, d'offrir des possibilités d'apprentissage tout au long de sa vie, avec des cibles qui sont posées, l'accès, l'équité, l'apprentissage, la qualité, les finances. Alors, ben voilà, la question que je pose, mais juste pour ouvrir le débat, c'est entre idéal et situation actuelle, quel rôle jouer au niveau de la formation professionnelle? Merci de votre attention.